Psycho, suite, introduction du docteur Gelay sur l'être subconscient. Malgré tout, même pour les hommes inférieurs ou médiocres, il semble bien que la somme des peines l'emporte très généralement sur la somme des plaisirs. Une preuve accessoire, mais néanmoins intéressante, du peu de satisfaction réelle que donne la vie terrestre, c'est l'usage perpétuel et l'abus fréquent que l'humanité, en tout temps et en tout lieu, a fait des narcotiques. Je n'ai pas fait exprès, hein, je n'ai pas lu avant, je suis vraiment désolé, mais voilà. Je parlais tout à l'heure à ta mère de narcotiques anonymes, dont je fais partie, et j'ai fait partie à une époque. Moi, mon narcotique étant le sucre, hein, étant diabétique, le sucre est mon narcotique, évidemment interdit. Fin de citation. Les narcotiques, alors est-ce que je suis bien... une preuve accessoire, voilà, on est arrivé aux narcotiques. Les narcotiques sont variables, mais ils sont toujours alcool, tabac, hashish, opium, éther, etc., etc. Peu importe. L'homme semble ne pouvoir se passer de l'un ou de l'autre pour obtenir quelques illusions ou simplement le repos et l'oubli. Et puis, à côté de ces narcotiques organiques, physiologiques, que de narcotiques moraux plus puissants encore. Chimères religieuses. Alors, coucou. Chimères religieuses et superstitions, rêveries mystiques. Alors moi je suis en plein dans le rêve mystique, donc voilà. Ma petite réponse, Baudelaire ne dit-il pas, hein, enivrez-vous de vin, de poésie à votre guise, mais enivrez-vous. Bon, c'était ma petite référence à Baudelaire, version Cham. Et donc, je parlais donc des chimères religieuses, superstitions, rêveries mystiques, croyances merveilleuses, etc., etc. Enfin, même, n'agissent-elles pas comme des narcotiques toutes les illusions bienfaisantes auxquelles l'homme le plus malheureux ne renonce jamais et qui font aimer la vie moins pour ce qu'elle donne que pour ce qu'elle permet d'espérer. Point d'interrogation. Privé de ces illusions, l'existence individuelle semble réellement un mal si cette existence tient tout entière de la naissance à la mort. Ce n'est pas là, heureusement, la conclusion définitive de la philosophie scientifique. De nouvelles connaissances, dans le domaine de la psychologie théorique et expérimentale, permettront peut-être une conclusion toute différente. Le monisme n'est pas inconciliable avec les espérances d'immortalité individuelle. Du moment que l'intelligence n'est plus considérée comme une sécrétion de la matière, mais comme un mode de mouvement du principe unique, il n'est plus logique d'affirmer l'anéantissement de l'intelligence par la mort de l'organisme. Je cite Haeckel, H-A-E-C-K-E-L. On oppose fréquemment à notre monisme qu'il nie absolument l'immortalité. Cependant, cela n'est pas vrai. L'univers, dans son ensemble, est immortel. Aussi peu il est possible que la plus petite parcelle de matière et de force ait jamais péri dans l'univers, aussi peu il est probable que cela puisse arriver aux atomes de notre cerveau ou aux forces de notre esprit. Fin de citation, donc, de Haeckel. Seulement, ajoute Haeckel, ce qui disparaît par la mort, c'est la conscience, la mémoire individuelle. La force intelligente de l'être se désagrège et se transforme, comme se désagrège et se transforme la matière organique elle-même. Ce n'est là qu'une simple affirmation, et rien ne prouve qu'il soit impossible de démontrer le contraire. Guyot, G-U-Y-A-U, prévoyait l'évolution prochaine de la philosophie scientifique dans un sens idéaliste.
Le XIXe siècle, dit-il, finira par des découvertes encore mal formulées, mais aussi importantes, peut-être, dans le monde moral que celles de Newton, N-E-W-T-O-N, ou de Laplace, L-A-P-L-A-C-E, dans le monde sidéral. Fin de citation, in l'art au point de vue sociologique. Introduction donc de Guyot. Dans un chapitre important de son Irréligion de l'avenir, il étudie la possibilité de l'immortalité dans le naturalisme moniste. L'immortalité, selon lui, pourrait devenir une acquisition finale de l'évolution. Elle pourrait être aussi le résultat d'une sorte de pénétration réciproque des consciences supérieures qui se continueraient l'une dans l'autre. Ce qu'il y a de meilleur dans la conscience individuelle pourrait demeurer dans la conscience d'un être aimé et lui rester uni après la mort. Petit coucou, ma petite Pauline bien-aimée, disparue en 1900. Un petit coucou. Au passage. Ce sont là, merci, me dit-elle, ce sont là des conceptions fort belles, sans doute, mais trop vagues et incertaines, comme le déclare Guyot lui-même pour satisfaire nos espérances d'immortalité. Qu'il nous soit permis d'entreprendre une étude méthodique de quelques-unes des découvertes qu'avait prévues ce grand penseur, découvertes récentes et mal éclaircies encore, mais que la philosophie scientifique n'a déjà plus le droit de dédaigner. Peut-être ensuite hésiterons-nous à proclamer chimérique la conception de l'immortalité dans le naturalisme moniste. C'était donc introduction au livre, au recueil de Gustave Gelay, L'être subconscient.